Midi Plus présente Le Dame. Vicky Sommet. Dire que c'est une maladie, c'est moins grave que de dire c'est un alcoolique ou une alcoolique. C'est une connotation péjorative, c'est un alcoolo. Alors qu'il est malade d'une addiction, ça devient quand même beaucoup plus sérieux. C'est donc une des maladies les plus courantes dont nous allons parler aujourd'hui, la maladie de l'alcool. Doit-on parler de vice, de mauvais penchant ou d'addiction, qui est le terme utilisé par la médecine? Nous allons essayer avec le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre et addictologue, de démêler le vrai du faux et de tenter de comprendre pourquoi certaines personnes sont dépendantes à une substance appelée l'alcool. Si elles auraient pu aussi bien être addictes aux drogues ou à certains médicaments, c'est l'alcool qui s'est imposé à elles et comment les femmes tout particulièrement sont aussi aujourd'hui concernées par ce fléau. Docteur, les femmes ont longtemps été épargnées par cette dépendance, il me semble, mais il faut le constater, aujourd'hui, elles boivent lors d'un repas, pour un apéritif, lors d'une fête ou en solitaire pour se faire du bien. Or, l'alcool serait plus nuisible chez les femmes que chez les hommes. Est-ce vrai ? Alors oui, l'alcool est plus nuisible chez les femmes que chez les hommes, 5 à 8 fois pour la même quantité. En revanche, le fait que les femmes boivent plus aujourd'hui, nous l'ignorons, puisqu'il y a très peu d'études. C'est tout récemment qu'on a commencé à s'intéresser à la question de l'alcool et des femmes, des addictions et des femmes en général. Et souvenez-vous de l'image de Gervaise, de toutes les ouvrières ou même des femmes qui travaillent dans les champs, qui probablement par épuisement consommaient beaucoup d'alcool. Et nous n'avons pas du tout d'idée sur le nombre de femmes qui consommaient de l'alcool. Est-ce qu'elles ont aussi subi les mêmes complications que l'on connaît aujourd'hui? Très certainement. Bref, c'est aussi parce qu'on a mis en lumière ce trouble. Les femmes ont suivi le même chemin d'évolution, je dirais, en termes de comportement que les hommes, une fois qu'elles ont eu accès au travail. On peut faire le parallèle avec la question du tabac. Les femmes se sont mises à fumer aussi comme un signe d'émancipation, mais on peut le mettre aussi sur le compte de l'anxiété et on peut faire le parallèle avec l'alcool. Donc on peut parler à la fois d'un comportement, pour certaines d'un nouveau comportement, et effectivement parce qu'elles vivent dans une nouvelle société à laquelle elles participent de plus en plus, que ce soit dans le monde du travail et autrement. Complètement, et par ailleurs, les alcooliers ont très bien compris que c'était une des cibles les plus accessibles aujourd'hui avec les jeunes, et donc le marketing leur est totalement destiné. D'ailleurs, il y a un credo qui circule chez les alcooliers, c'est que la femme est l'avenir du vin. Très dur comme définition. Extrêmement dur. Vous pouvez vous promener dans les rues en tout cas même en France, puisque la loi Evin a été largement détricotée, et voir que les emballages, le marketing, le packaging, les photos publicitaires montrent des femmes chics avec un verre de vin. Donc ce sont des images qui sont extrêmement valorisantes, et des bouteilles d'alcool fort également qui n'étaient pas du tout classiquement destinées aux femmes. Exemple, une boisson à l'anis, par exemple, bien connue dans le Sud, qui aujourd'hui est packagée à destination des femmes. Passer d'un alcoolisme mondain, c'est un petit peu ce que vous sous-entendez d'une certaine manière, à l'alcoolisme professionnel, qui est peut-être aussi un autre alcoolisme, et les femmes sont concernées. Dans le cadre des relations professionnelles, à quel moment l'alcool devient nécessaire, peut-être même indispensable pour devenir une femme performante que tout le monde admire et craint à la fois, pour être peut-être ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle n'est pas toujours capable de faire? Oui, alors la question de l'alcoolisme mondain a été souvent posée pour banaliser d'une certaine façon une maladie alcoolique qui en fait est exactement la même que si on buvait seul à la maison ou dans un bar, dans un quartier miteux. Très souvent, on vous dit moi, je ne bois que du bon vin dans des endroits très chics, etc. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'en passer. Et quel que soit l'alcool, quelles que soient les personnes qui vous accompagnent, il y aura ce problème d'alcool à traiter. Donc l'alcoolisme mondain, c'est un terme qu'on utilise de moins en moins, que des personnes qui se sentent coupables de consommer avant
avance comme ça, mais effectivement, il faut tout de suite désamorcer. Ensuite, sur la question de la consommation des femmes, des produits des femmes au travail, des études ont montré qu'il y avait un lien direct entre la consommation de produits qui peuvent être des tranquillisants, des stimulants, du cannabis, de plus en plus de cocaïne aujourd'hui, et ou d'ailleurs de l'alcool. Donc ces études ont montré que la pression, l'anxiété de performance, la volonté précisément d'être au même niveau que les autres, ce surinvestissement dont on a parlé dans d'autres séquences ici avec vous, Vicky, cette volonté-là est souvent... Elles ont l'impression que la consommation de ce produit leur donne une certaine énergie pour pouvoir tenir le coup. Je voudrais en profiter pour dire que ça n'est qu'illusion et qu'elles le savent très bien. Et l'alcool donne l'impression d'être moins angoissé et d'avoir la pêche à très court terme, mais à moyen et à long terme, c'est tout l'inverse. Et ça, vraiment, il faut que les femmes le comprennent. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la maladie alcoolique chez la femme, c'est la culpabilité du lendemain, parce qu'elles ont pensé qu'elles auraient été vraiment à la hauteur la veille, mais le lendemain, elles culpabilisent d'avoir consommé, mais elles culpabilisent aussi d'un certain comportement ou de certains échecs, etc. la veille, ou d'avoir dit des choses qu'elles ont oubliées. J'en profite pour dire que ce qu'on appelle le blackout, c'est-à-dire ces trous noirs, sont beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est là où il y a danger, c'est là où les femmes peuvent subir des choses très graves. On se lève avec l'alcool, on se couche avec l'alcool. La journée est rythmée que par ça. Quand est-ce que je vais pouvoir boire ? Quand est-ce que je vais pouvoir en acheter ? À quel moment je vais pouvoir en acheter ? À quel moment je vais pouvoir boire ? Et si j'en bois pas, ça va pas aller. On ne pense que alcool. Voilà, notre ami, c'est que l'alcool. On ne pense qu'à ça, on ne pense plus à rien d'autre. On s'aperçoit que notre témoin n'est pas tout à fait certaine d'être malade. Elle parle simplement d'une consommation d'alcool qui a l'air d'être la partie la plus importante de sa journée et de sa vie finalement. Et nous, et vous, nous allons parler maladie. J'ai posé la question tout à l'heure en demandant si c'était nuisible à la femme. Ça veut dire que ça l'empêche de vivre normalement ? Absolument. Je trouve que le premier témoignage et ce dernier-là sont très importants dans la mesure où le premier insiste sur l'aspect maladie. Et d'ailleurs, lorsque l'on dit aux patientes qui viennent nous voir et qui nous font une entière confiance, parce que c'est souvent la honte qui les empêche de venir, et donc j'insiste sur le fait que c'est une maladie. À partir du moment où on leur dit que c'est une maladie, elles nous disent que 50% de la charge de culpabilité, elles en sont débarrassées et qu'elles sont soulagées d'apprendre que ça n'est pas un vice, justement, que c'est une maladie. Donc c'est ce que dit le premier témoignage. Et ce que dit ce dernier témoignage illustre extrêmement bien ce que les patients comprennent très bien lorsqu'ils disent mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'être addict à un produit ? Eh bien, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Et cette femme décrit très très bien le parasitage de toute une journée par l'idée de l'alcool ou par l'idée, si c'est un autre produit, c'est la même chose. On peut aussi parler de la nourriture, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc vous vous levez le matin et vous avez... La première idée qui vous vient en tête, c'est comment est-ce que je peux organiser ma journée pour pouvoir accéder à ce produit qui me donne un plaisir immense. Alors, le plaisir immense, on l'a dans les premières consommations. Et d'ailleurs, souvent, les addicts vous disent « je suis à la recherche de la première impression que j'ai ». Ça a été assez vulgarisé, je dirais, avec l'héroïne, où on disait que les addicts étaient rêvés de leur premier shoot. C'est un petit peu la même chose. Et donc, tout est organisé. Le cerveau ne marche plus qu'à la recherche de ce plaisir-là. C'est la raison pour laquelle on voit de
très nombreuses personnes laisser tomber tout le reste, y compris les relations les plus précieuses, le travail. Et c'est là où on voit qu'il y a une différence entre la façon de vivre cette maladie chez les hommes et chez les femmes, parce que les choses ne sont pas vécues ou appréhendées de la même manière par les hommes et par les femmes. Alors une fois la maladie installée, puisqu'elle est reconnue, même si la femme se rend compte de sa dépendance, rien ne peut l'empêcher de continuer. Est-ce à dire que la dépendance s'installe malgré soi ? C'est une maladie insidieuse finalement. Alors la dépendance a été expliquée à travers des arguments neurobiologiques que l'on connaît assez bien maintenant, à travers des conditions environnementales dans lesquelles l'individu évolue et à travers l'individu lui-même qui peut porter en lui-même des facteurs de risque à la fois personnels mais aussi familiaux. C'est-à-dire qu'on a plus de risques de développer une maladie alcoolique si sa mère, sa grand-mère, sa tante ont eu une maladie alcoolique ou ont eu une dépression. On a plus de risques de développer une maladie addictive en général, l'alcool ayant un statut particulier puisqu'il est légal, mais plus de risques de développer une maladie addictive, et ça j'insiste énormément, il faut absolument le dire, lorsque on a subi un traumatisme sexuel, un traumatisme psychique ou un traumatisme physique. Une enfance maltraitée peut aboutir à une maladie addictive, un abus sexuel dans l'enfance, une violence sexuelle, y compris dans l'actualité, c'est-à-dire un viol conjugal qui n'est pas vécu comme tel par une femme, évidemment, peut tout à fait expliquer une maladie alcoolique. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer ? Est-ce qu'on peut éviter cette dépendance ? Finalement, on n'en sait pas grand-chose de fait, mais lorsque la patiente est prise en charge, évidemment, on peut s'en sortir. Sinon, je ne serais pas là. Je pense qu'on a une prédisposition parce que très très jeune, il m'arrivait, quand il y avait eu un dîner chez mes parents, etc., faire le tour de la table quand tout le monde était passé au salon, vider les verres de vin comme ça m'amusait. J'étais attirée par l'alcool et inconsciemment l'effet de l'alcool sur ma timidité. Quand j'ai commencé à sortir pour danser, il était tellement mieux quand j'avais bu 2 flûtes de champagne pour danser, c'était facile. Alors que sans champagne, je restais un peu sur ma chaise. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça commence, pour lever certaines barrières. Une femme timide, une femme fragile, peu sûre d'elle-même, toutes les femmes ne vont pas devenir dépendantes à une substance qui anesthésie leurs problèmes et les aide à dormir pour oublier une mauvaise journée. Quel est l'élément ou le détonateur qui va inciter une femme à boire et une autre à se droguer, par exemple, ou une troisième à ne rien faire ? Alors c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça dépend du contexte, ça dépend de l'accès facile ou non, et aussi des antécédents. Des antécédents familiaux. On rentre vraiment dans les détails des addictions où vous avez des catégorisations même de personnes qui vous diraient « Ah non, moi je touche pas à l'alcool, c'est le cannabis. L'alcool me dégoûte. » En revanche, dans votre question et dans ce qui a été dit est fondamental parce qu'on oublie très souvent de le chercher, c'est la question de l'anxiété sociale, c'est la question du manque de confiance en soi et pourquoi est-ce que de très nombreuses personnes aujourd'hui utilisent l'alcool pour aller vers l'autre, c'est qu'il y a souvent un vécu de peur d'aller vers l'autre, d'anxiété justement, de paraître inférieur aux yeux de l'autre, de ne pas assurer socialement aux yeux de l'autre. Les femmes étant moins confiantes en elles du fait justement de tous les codes sociaux, mais c'est important aussi de le mentionner pour ce qui arrive aux jeunes. Le lien social étant extrêmement difficile à établir dans la société dans laquelle on vit, les jeunes ont très peur les uns des autres et les fameux binge drinking qu'on dénonce sans jamais chercher à savoir pourquoi les jeunes
On accuse toujours les jeunes de trop boire, de trop, machin. Mais en fait, très souvent, ce sont des jeunes qui sont très repliés sur eux et qui cherchent à se désinhiber pour aller vers l'autre. Et donc, c'est à peu près la même chose pour les femmes qui, elles, les chiffres le montrent, souffrent plus que les hommes d'anxiété sociale. Et vous verrez de très nombreuses femmes vous dire... Avant une réunion, j'ai besoin de boire un verre pour me désinhiber. Je suis incapable de supporter un tour de table et de donner mon nom. Avant des entretiens d'embauche aussi, parfois, elles en oublient qu'elles peuvent dégager une odeur d'alcool. Donc, à des moments parfois très risqués, elles ont besoin de ce désinhibiteur qui leur donne la sensation d'avoir confiance en elles. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en réalité, ça n'est qu'une illusion. J'étais pas bien moralement et je pense que je cherchais un bien-être donc que j'obtenais quand je commençais à boire un peu, quand j'avais une quantité d'alcool, où j'étais bien, sauf que ça dure pas longtemps et qu'après on est de très bien, on passe à très très mal et puis après on recommence pour être à nouveau bien et après très très mal. Mais je cherchais un bien-être que j'avais au début, voilà, mais qui passe très vite. Comme je le disais, une maladie insidieuse parce qu'elle s'installe très progressivement, très lentement, mais très certainement, surtout quand l'alcool est perçu comme le seul soulagement de la journée, vous l'expliquiez. Il devient alors véritablement le compagnon de votre vie qui efface toute culpabilité, toute honte bue, dit l'adage populaire, ce qui signifie que l'on boit en se moquant peut-être du déshonneur que provoque cette mauvaise action aux yeux des autres. Et justement, que voient les autres? Comment le vit l'entourage? Alors, ce que la femme subit, je dis bien subit, lorsqu'elle est malade d'alcool, est absolument incroyable de violence, de jugement moral, de dévalorisation. J'ai envie de dire que l'alcool, d'une façon générale, est violence, que l'alcool, chez les femmes, est encore plus violence. On a parlé des antécédents de violence psychique, sexuelle, physique. On peut parler des femmes qui boivent et qui sont battues par leurs conjoints, leurs proches, qui se sentent tout à fait légitimes de battre. La femme qui boit, des enfants aussi, des enfants tyrans qui frappent leur mère parce qu'elles boivent. L'alcool et violence, le nombre de plaintes pour viol qui sont classées juste parce que les femmes ont bu pendant le viol, ce qui signifie que si une femme boit et qu'elle est violée, eh bien, ça n'est pas punissable, ce qui est assez terrible. Donc, ce que ressent la femme qui boit n'est que honte, violence, disqualification. Une femme qui boit, dans l'imaginaire collectif, est une femme désinhibée. Et qui dit désinhibition chez une femme dit désinhibition sexuelle. En réalité, c'est une pute. Une femme qui boit, c'est une femme facile. Et je vous parlais de chiffres effrayants, de plaintes qui n'aboutissent pas parce que les femmes ont été sous emprise d'un produit, souvent l'alcool. Ça signifie aussi, c'est une traduction de l'imaginaire collectif aussi. Et c'est dramatique. Et c'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et dire non, c'est un état qui relève de la pathologie. On ne peut pas du tout considérer ça comme une faute, comme une bêtise. Non. J'ai failli un jour mourir de honte. J'étais dans le Midi et je cachais mes bouteilles dans le garage. Et je suis donc allée à un moment boire un petit lampé de pastis pur et mon mari est passé au moment où j'avais là. Et là, heureusement que mon cœur était en bonne qualité, je n'ai pas fait d'arrêt cardiaque, mais j'aurais pu en faire un. Je ne m'en suis jamais remis de ça. Donc une honte qui vous tient en haleine, qui vous poursuit, qui vous accompagne. L'alcoolique ou la personne qui est malade de l'alcool, peut-être à un moment, va plus supporter cette dépendance, ce manque de liberté que nous avons évoqué.
il va vouloir se soigner, venir voir peut-être un psychiatre, un médecin, assister aux réunions des alcooliques anonymes. Il cherche du réconfort, il cherche une écoute, et peut-être dans ces réunions trouve-t-il des personnes qui sont comme elle ou lui malades. Est-ce qu'on peut guérir de la maladie alcoolique, docteur ? Il y a plusieurs écoles. On va dire que pour faire une réponse de Normande, on peut et on peut pas. Disons qu'on peut s'arrêter de boire définitivement, mais les anciens buveurs tiennent à ce qu'on dise qu'ils ne sont pas guéris. Et moi, je crois plus les anciens buveurs que l'académie ou ce qui peut s'écrire par des personnes qui ne sont pas touchées, parce que les anciens buveurs vous disent qu'il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. En revanche, on peut vivre sans alcool. On peut se débarrasser de l'alcool, et j'ai de très nombreux patients et patientes qui s'en sont sortis. Ce qu'elles vous disent néanmoins, c'est que c'est un produit avec lequel la relation n'est pas normale, ne sera jamais normale. Quand elles verront un verre de vin, quand elles verront une bouteille d'alcool, quel qu'il soit, ça ne sera jamais comme quand ils verront une baguette de pain. Voilà. Ça suscite quelque chose d'extrêmement douloureux en eux. C'est un dédoublement de la personnalité. On se voit se détruire, on sait qu'on se détruit. C'est une espèce de suicide. Mais chez l'alcoolique, il sera très souvent. Parce que, en fait, il boit, mais c'est un appel au secours. Il n'a pas envie de mourir, mais il va tout faire pour se détruire. Le jour où tu arrives à te sortir de ça, mais c'est une renaissance. Là, ça fait 3 ans et demi. Ça va. J'ai des moments avec, des moments un peu moins bien. Mais une chose est sûre, c'est que quand on a été alcoolique, je pense qu'il faut vraiment arrêter complètement. On ne peut pas se dire, un jour, je vais pouvoir reboire un verre. Non, maintenant, je pense que notre cerveau est habitué. Et je sais très bien que si je reprends aujourd'hui un verre, je ne pourrais pas me contenter d'un verre et je reboirais de toute façon. Il semble donc que ce soit une maladie où les rechutes sont fréquentes peut-être, elles ne sont pas rares du moins. La femme peut choisir de s'adonner à une autre addiction si elle arrête l'alcool, peut-être le tabac comme vous le disiez, ou peut-être des drogues ou des médicaments. Tout cela parce qu'elle a besoin de soigner ses problèmes, mais elle retombera plusieurs fois dans ses dépendances si elle se laisse aller. Elle pense parfois ne jamais pouvoir y arriver. Est-ce que vous, docteur, vous avez subi des échecs auprès de certaines de vos patientes parce que finalement la patiente n'avait pas vraiment envie de guérir ou de s'en sortir ? Hélas, oui. Alors effectivement, c'est très important de dire que c'est une maladie chronique. D'abord, il faut dire que c'est une maladie grave, c'est une maladie chronique, et qui dit chronicité dit rechute, effectivement, qu'il ne faut jamais dramatiser. Il y a certains faux pas, c'est-à-dire une personne qui est dans un parcours d'abstinence, de soins, qui boit 1 ou 2 verres parce qu'elle se sent pas très bien un soir et qui s'arrête le lendemain, ce qu'elles appellent un faux pas. En revanche, la rechute, c'est vraiment se remettre à boire régulièrement pendant de la même façon qu'avant de consulter. Il y en a, c'est un parcours qui est extrêmement long. Ça, vraiment, il faut que les personnes puissent le comprendre. Il faut que, à la fois, les personnes concernées puissent comprendre, mais aussi les familles. C'est très, très important que je puisse passer un message aux familles qui ne doivent pas penser qu'à partir du moment où la personne a décidé de se traiter, ça va se faire d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Non. C'est un parcours très long, très laborieux pour de nombreuses personnes. L'autre chose qu'il faut absolument dire aux familles, c'est qu'il ne faut jamais être moralisateur avec une femme qui boit. C'est une maladie. Est-ce que vous seriez moralisateur avec un diabétique ? Non. Il ne faut jamais fliquer une femme qui boit, jamais. C'est la dernière des choses à faire. Et la dernière des choses à dire, c'est si tu veux, tu peux. Et pourtant, certaines femmes sont dépendantes, d'autres ne le sont pas. Elles sont inégales devant la nature.
Oui, alors nous sommes tous inégaux face à certaines maladies. Je vous parlais des facteurs de risque, il y en a de très nombreux. Donc la dépression dans les antécédents familiaux ou la dépression chez la personne elle-même, la tension professionnelle, la charge mentale, les troubles du comportement alimentaire, tout un tas de choses qui peuvent rendre une personne plus vulnérable qu'une autre. En revanche, ça rend extrêmement modeste puisque quelle que soit la catégorie sociale, même si l'alcool aujourd'hui touche davantage les femmes les plus diplômées, celles qui ont le plus de responsabilités managériales, quel que soit notre niveau social, on se retrouve véritablement égaux devant la maladie. La maladie alcoolique n'est pas une fatalité, il faut vouloir en guérir, accepter de se faire aider, en parler sans honte ni culpabilité, et vouloir avant tout retrouver sa liberté de penser et d'agir sans ce fil à la patte très important. C'est, si on y parvient, une manière de grandir, de mieux s'intégrer dans la société et d'être reconnue par les autres comme une femme responsable et fière d'être ce qu'elle est. Vous avez écrit « Les femmes face à l'alcool », Fatma Bouvet de la Maisonneuve, un livre paru aux éditions d'Île Jacob. Vous avez essayé d'aider les femmes avec vos mots, vos expériences, vos témoignages ? Absolument, et j'ai créé également la première consultation d'alcoolologie pour femmes à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Ce qui est très très important dans ce que vous venez de dire, effectivement je l'ai développé dans le livre, c'est que l'alcool, les addictions chez les femmes sont très 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 étroitement intriquées avec l'intimité. La façon dont on vit son corps, l'intérieur de soi, c'est très important. L'autre élément très important, c'est la notion de liberté. Je vous remercie de le mentionner parce que tout le combat est celui de se libérer à la fois d'un produit, mais aussi d'une certaine pression sociale, familiale. On a toujours l'impression qu'il y a eu un rendez-vous manqué chez une femme qui devient addicte. C'est comme si elle s'anesthésiait d'oublier cet immense désir qu'elle avait et qui n'a pas été réalisé ou pour lequel elle n'a pas pu se consacrer. Et j'aime beaucoup le fait que vous souligniez la question de la liberté parce que d'abord être libre, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à conquérir dans sa vie, mais là la liberté par rapport aux produits ouvre tout un pan. D'ailleurs je dis très souvent à mes patientes, attention, parce que si vous commencez à aborder la question des addictions et en particulier de l'alcool, il va y avoir 2 autres sujets qui vont tomber très très vite. C'est celui de votre vie affective, donc mariage, pas mariage, couple, etc., et professionnel. Et jamais je n'ai été démentie parce qu'il y a toujours eu quelque chose qui dysfonctionnait au niveau de la vie intime et au niveau du choix de vie. Donc à ce moment-là, il faut travailler sur la liberté de s'avouer que certaines choses dysfonctionnent dans son intimité ou que le travail qu'on a choisi n'était pas celui qu'on a désiré, etc. Donc voilà, j'essaye de travailler sur ces aspects-là. Et ce qui est très important, et ça je m'adresse aux femmes, c'est que si elles ne sentent pas une confiance, si elles sentent un jugement moral, moi j'ai l'impression que c'est comme si elles me confiaient un cadeau extrêmement précieux qu'elles ont gardé pour elles pendant 20, parfois 30 ans, et qu'elles viennent vous déballer là pour la première fois. Donc imaginez à quel point il faut être précautionneuse, à quel point il faut leur octroyer un havre de paix à ces femmes-là qui viennent vous dire cette honte pour la première fois. Donc si elles ne sentent pas cela, si elles sentent de l'agressivité, ne restez pas, choisissez un autre thérapeute. Merci docteur, merci à vous de nous avoir écoutés. Bleu Dame était présenté par Vicky Semet avec le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, directrice de publication Marie-Hélène Cossé, réalisation Patrick Champré, production Actu en ligne, graphisme François Chantret. À très vite pour un prochain numéro de Bleu Dame. Au revoir.